On vous retrouve Francisco Napokura Sana comme Sadio Ichou et lui Kamako pour la suite du débat. On parlait des États-Unis d'Amérique et le président de ce pays donc qui promet des drones et des systèmes anti-aériens à l'Ukraine. Vous étiez dans un développement, vous le terminez. Oui, justement, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, il y a des représailles possibles si vraiment la Russie est totalement asphyxiée. La Russie a des représailles. Aujourd'hui, on parle même des câbles sous-marins pour l'Internet que quelqu'un peut et que parmi les pays, même l'Union européenne n'a pas les moyens pour sécuriser les câbles. Mais la Russie possède des moyens pour pouvoir aller, d'accord, détruire ces câbles. Ça veut dire que tout le système de communication internationale est à l'agonie. Il y a d'autres choses, il y a le gaz, tout ça là. Donc, au fait, il faut demander à Zelensky d'aller rapidement à une véritable négociation, pas le langage de dupes qu'ils sont en train de tenir présentement en Turquie, mais d'aller vite pour que ce conflit-là cesse. Oui, Louis Kamako, la solution, c'est de pouvoir trouver un terrain d'entente. Oui, exactement, trouver un terrain d'entente, parce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question à qui profite le crime. Ça profite exactement en fait à la Russie et peut-être à l'OTAN, parce que vous l'avez dit, aujourd'hui la Russie c'est un grand producteur de gaz, de pétrole et de blé. On a déjà des conséquences en fait. On parle d'inflation. Aujourd'hui, ou bien je suivais les journaux télévisés français qui parlaient que cette inflation-là peut aller jusqu'à 4% si rien n'est fait dans les prochains jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a de gros problèmes. À côté, vous avez le Nigeria, qui est ce gros pays-là en Afrique occidentale, qui aujourd'hui est un manque criard de pétrole. Donc on connaît à peu près le pouvoir ou bien le nombre de pays en fait qui sont justement liés au Nigeria. Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a de périls en la demeure. La Russie, elle peut durer, la Russie peut résister de cette crise-là pendant des années, parce que je le disais là, bien sûr qu'elle s'y est préparée à cela. Vladimir Poutine ne s'est pas levé comme ça pour déclarer en fait la guerre à l'Ukraine. C'est vrai que lui-même parle d'une opération militaire de dénazification. C'est sa communication. Oui, de l'Ukraine. C'est sa communication. C'est aussi sa façon de faire la propagande de cette crise-là. Aujourd'hui, il est applaudi par les Russes, même s'il est traité par moment de despote et d'absolu. Une partie, peut-être une grande partie des Russes. Oui, parce qu'il y a des gens aussi qui ont été emprisonnés pour avoir manifesté contre la guerre, par exemple. Voilà, justement, mais dès qu'il y a également une partie qui s'est abstenue, parce que juste là, elle ne se prononce pas, parce qu'elle ne connaît pas exactement la propagande de la guerre. Mais je pense que dès qu'on va se mettre à leur expliquer justement les causes, ou bien avec ce que veut Vladimir Poutine, ils finiront justement par le soutenir. C'est là où ça devient dangereux aujourd'hui. Il faut que les gens essaient de regarder la réalité en face, en premier Zelensky. Il faut qu'ils comprennent aujourd'hui qu'il est abandonné. Parce que l'OTAN l'a souvent dit, l'OTAN l'a toujours dit, mais dès que tu seras attaqué, comme nous sommes avec toi, dès qu'un pays va essayer de te toucher un de tes cheveux, nous serons là. Mais aujourd'hui, on a constaté que c'est tout ton corps qui a été emporté, mais l'OTAN ne réagit pas. Donc la solution, c'est pas de continuer par leur fournir de l'armement ou des munitions. Je rappelle également que la Russie a entamé depuis quelques jours un processus de désactification en fait des espaces satellitaires. Ça veut dire que si ça se confirme dans les jours à venir, on aura des problèmes de communication. Sana Sadio, est-ce que ces sanctions pèsent aussi sur la Russie? Bon, moi je pense qu'il faut rester très prudent et faire une analyse objective parce que l'Europe, c'est 40% des exportations de la Russie, c'est-à-dire 40%. Donc dans ce contexte, je pense que les conséquences sont partagées de part et d'autre. Vous savez, il y a un adage qu'on répète souvent, quand il y a la guerre, il n'y a ni perdant ni vainqueur. Ceci dit, moi je pense que parce qu'il fallait trouver des approches de solutions, je pense qu'il faut revenir peut-être depuis 2014 où il y a un conflit en Ukraine. Un conflit en Ukraine suite à la proclamation de l'indépendance des États du Donbass. Je veux parler de
Lugansk et puis Donetsk. Et j'ai envie de savoir quelle a été les, comment dit-on, les propositions. Parce qu'il y a une guerre, il y avait une guerre déjà en Ukraine qui opposait, disons, l'Ukraine, les nationalistes, aux indépendantistes. Et cette guerre dure depuis 8 ans. 8 ans et il n'y a pas eu de solution. Je ne vais pas suivre ceux qui pensent que l'OTAN aurait dû faire quelque chose parce que l'OTAN ne peut rien faire car l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et n'a signé aucun accord de défense avec ces pays. Donc on ne peut pas reprocher ni à l'OTAN ni aux États-Unis de ne pas faire quelque chose parce qu'ils n'ont pas les moyens juridiques. Est-ce qu'ils l'ont dit? Ils l'ont dit à Zelensky au moins? De toute façon, la position allemande et française était claire depuis qu'ils ne veulent pas de l'Ukraine dans l'Union européenne. Dans l'OTAN. Ce qui a justifié l'invasion de la Russie, peut-être, cela nous échappe, peut-être c'est des intérêts géopolitiques que nous ne maîtrisons pas. Mais moi, je crois que quand il y a eu un conflit pendant 8 ans, et que, par exemple, l'ONU, qui se dit experte dans la résolution de conflits ailleurs comme en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont vraiment proposé de concret pour que ce conflit s'arrête? Dans d'autres pays, ils peuvent acclamer, par exemple, la scission d'un État comme le Soudan, Soudan du Sud. Mais pourquoi sont-ils incapables de reconnaître l'indépendance de ces États du Donbass, mais qui peuvent vraiment apaiser les parties? Moi, je pense que c'est la solution. Parce que c'est ces frictions-là entre les russophones qui sont plutôt pour comment on appelle ça, l'influence russe. Ils utilisent déjà le rouble, la monnaie russe, contre comment on appelle, les Ukrainiens qui sont plutôt pro-occidentaux. Donc moi je pense que la solution c'est vraiment de concéder l'indépendance à ces pays-là et peut-être faire terminer cette guerre autour d'une table de discussion. Mais c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de nous présenter la fin des conflits. Ça se termine autour d'une table de négociation, de discussion. Donc peut-être des négociations franches avec Vladimir Poutine, mais pour que vraiment il y ait un arrêt de cette guerre-là que moi je trouve assez stupide parce que les conséquences, nous les payons. Hein. Nous, on les subit. On n'a pas traité, comment il s'appelle, Sarkozy de boucher, ni Bush de boucher. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est Poutine qu'on dit qu'il est assassin ou bien il est criminel. C'est un exemple. C'est un exemple concret. Aujourd'hui, quand vous prenez Sarkozy, il circule dans les grands palais. Mais regardez le bordel qu'il a foutu en Libye. Même en Irak, des gens qui ont dit à la communauté internationale que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On a envahi ce pays. Et ces mêmes personnes, devant les écrans, nous disent que oui, ils se sont trompés, oui, Saddam n'avait pas d'armes. Et puis, tout le monde reste, personne ne s'en indigne, il n'y a pas de poursuite juridique. Oui. Mais qu'est-ce que la CPI en dit? Voilà. Bush, je me rappelle même, Bush était sorti, il sortait des États-Unis, il y avait un magistrat, un juge quelque part, qui avait brandi un mandat d'arrêt et il n'a pas pu bouger vers le pays. Mais vous voyez, Sarkozy, il circule dans nos palais présidentiels. Et aucun, même en France, il a été, soi-disant, condamné, mais il continue de circuler. Et ce n'est pas normal. Or, c'est les gens qui ont tué l'Afrique. Vous avez vu comment Kadhafi a été tué, comment aujourd'hui la Libye présente est toujours un terrain de guerre. Donc, on ne sait même pas quand est-ce que le conflit va finir en Libye. On va quitter cette guerre pour un pays qui n'est pas aussi loin de la guerre, le Mali. Quel plan de départ pour les forces Barkhane et Takuba dans ce pays? La question, elle est à vous, Louis Kamako. Question très difficile qui peut même faire objet d'un sujet de dissertation en géopolitique parce que quel plan de sortie? Moi, je saurais le dire, mais ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron a annoncé que le retrait de cette troupe se fera de façon progressive. Ouais. Et donc, Il a parlé de 4 à 6 mois. Oui, 4 à 6 mois. Donc, si on s'en tient à cela, ça veut dire que les troupes françaises sont encore, ou bien doivent être encore sur le territoire malien jusqu'à ce que la date échelonnée par l'État français arrive à échéance. Donc je crois que c'est comme ça, mais qu'à cela ne tienne, on a remarqué aujourd'hui que les Français sont devenus persona non grata sur le sol malien, pas seulement sur le sol malien.
mais aussi presque en Afrique occidentale, parce qu'on en parle, parce que je suis obligé de faire un petit lien avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Les gens sont obligés, ou bien les gens soutiennent peut-être la Russie, juste parce qu'ils sont fatigués de la France, par exemple. Ils sont fatigués de la France, donc parce que ça fait un bon moment que la Russie pointe son nez. La Russie est devenue presque le messie de pas mal de pays. C'est comme ça dans certains pays de l'Est aussi. La Russie est vomie aussi. Oui, mais juste parce qu'ils ont fait l'expérience. Mais quand vous prenez un peu les contextes, quand vous essayez de faire une petite comparaison, vous n'allez pas me dire que vous êtes d'avis de ceux-là qui pensent que l'Afrique est en train de vendre le voleur pour acheter le sorcier. Pourquoi pas? Parce que l'Afrique doit commencer par compter sur elle-même. Oui, mais tant que... le bordel est profond. Le bordel, je pense que le mal aujourd'hui, il est profond. Mais malheureusement, quand tu en parles, les gens trouvent que tu as un trop franc-parler et que tu ne vas pas... C'est-à-dire que c'est des sujets qui fâchent malheureusement, mais comme tu l'as dit, il est temps que l'Afrique prenne son destin en main. Mais puisque nous sommes là et nous pensons que nous n'avons pas les compétences, je disais la dernière fois ici qu'un président occidental disait que l'Afrique est mille fois plus riche que l'Europe, mais c'est Poutine. C'est Poutine qui le disait, mais financièrement, c'est-à-dire que les ressources africaines sont 1000 fois plus riches que les ressources européennes, mais l'Afrique malheureusement est plus pauvre 1000 fois que l'Occident. C'est aussi ça, c'est-à-dire que dès que vous avez des dirigeants, dès que vous avez des Africains, est-ce que ça c'est Poutine seul qui le dit? C'est une analyse globale. Même quelqu'un qui est dans mon village profond. Oui, même le commun des motels, ouais. il le sait. C'est-à-dire que c'est un manque de volonté, je dirais, une forme de complexe en fait. C'est juste parce que l'Africain a toujours en tête que le blanc c'est la force, le blanc c'est le Dieu. Et qu'on doit forcément rester derrière le pour pouvoir avancer. Donc, je suis malheureusement obligé de dévier le débat, mais comme je le disais aujourd'hui, il revient donc aux Français de définir un déroulé pour partir du Mali. Et ils ont défini quelque chose de concret. On a parlé de 4 à 6 mois. Quel plan ils ont pour quitter le Mali? Non, en fait, je crois que je ne crois pas, c'est ce qui a été dit par le général commandant de la force Barkhane, qui dit que c'est fini, l'opération Barkhane est finie et qu'ils sont en train de prendre leurs valises conjointement avec les autorités, le commandement militaire malien, de sorte à ne pas créer de vide sécuritaire. Et donc là, je pense que l'opération Barkhane c'est fini, il n'y aura pas de repli sur le Niger parce que l'approche que les autorités françaises annonce, c'est qu'ils seront présents aux côtés des États qui leur font appel. Donc, je crois que c'est clair. Ceci dit, moi, j'aimerais revenir sur un certain nombre de choses. Quand on parle de... les Africains ne veulent plus de la France et des Français. Je n'ai pas envie de dire cela parce que moi, je pense que nous sommes en train de faire un amalgame en ayant des préférences pour ces puissances qui ne posent des actes que par leur intérêt. Moi, je ne vois pas l'opportunité de me positionner aujourd'hui comme un anti-français ou un pro-russe, ou bien comme un anti-russe et un pro-français. Parce que la question fondamentale que nous devrions nous poser, où sont nos intérêts ? Où sont nos intérêts? Moi, je me dis, l'approche que nous devrions adopter, c'est de dire, quand nous avons, je vais donner des exemples, une offre américaine, une offre française, une offre russe, mais c'est de les mettre en concurrence pour voir ce qui nous avantage le plus. Voilà. D'autant plus que nous sommes un monde interconnecté qui font des échanges. Nous faisons des échanges avec le reste du monde. Nous avons parlé tout à l'heure du conflit ukrainien et de ses répercussions, justement parce que l'Ukraine et la Russie sont des producteurs exportateurs du blé, par exemple. Vous avez parlé du potassium, bien, qui est essentiel dans la fabrication d'engrais.
Je crois qu'aujourd'hui, nous devons dépasser ce que moi j'appelle ces panafricanistes primaires qui ne font que prôner des sentiments français pour parler du développement économique de l'Afrique. C'est-à-dire, plus nous serons développés économiquement. Je vais donner un exemple. Est-ce que ce développement ne passe pas par la séparation, cette séparation? Séparation entre quoi? C'est-à-dire, il y a un bon, il y a un mauvais. Oui. Mais moi, je vois que les gens avancent. Mais ce que nous reprochons, bien ce que ces gens-là reprochent aux Français, mais c'est la même chose que la Russie fait en Abkhazie. Il a fait en Abkhazie, en Géorgie, en Moldavie. Voilà. C'est ce qu'il a fait en Crimée, c'est ce qu'il fait au Donbass. Donc je ne sais pas. Donc il faudrait que nous soyons un peu cohérents sur toute la ligne. Vous reprochez le colonialisme des Français en Afrique, ses conséquences. En même temps, vous avez une puissance, la Russie, qui se comporte comme telle à l'Est. Et vous voulez qu'on préfère l'un et l'autre. Moi, je dis, il faut que nous soyons prudents. Mais il y avait une approche de nos anciens quand il s'est agi de la guerre froide. C'est le mouvement des non-alignés. On ne prend pas position parce que ce sont des guerres absurdes qu'ils mènent pour leurs intérêts, pas pour notre bien. La Russie n'est pas un dieu pour moi, la France n'est pas un dieu pour moi. Nos dieux, ça doit être nos intérêts d'abord. Alors, Francisco Rapokura, vous l'aviez suivi ou bien vous avez suivi les deux religieusement? Si. Non, c'est normal. C'est que on remonte toujours à Général de Gaulle. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Sauf que c'est à notre niveau, en tant qu'Africains, que nous n'arrivons pas à situer nos intérêts. Nous n'arrivons pas à situer nos intérêts parce que pendant longtemps, le colon a mis ses sous-traitants qui ont la direction des pays. Et donc tout ce qu'ils font, c'est pour rendre compte, n'est-ce pas, à la métropole. Et on l'a vu pendant longtemps, tous les pays, surtout Afrique francophone, c'est même là-bas le sentiment anti-français se développe. Parce qu'on ne peut pas dire que vous prenez une Centrafrique où la France était depuis l'État français. L'État français était depuis la colonisation jusqu'à ériger des bases militaires et que l'insécurité plane avec des groupes armés de part et d'autre. Chaque fois. Voilà. Donc pratiquement dans tous les pays, et tous nos pays sont toujours avec la France. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les gens voient un peu du nouveau, ils pensent que c'est le meilleur. C'est le Messie. Mais de toutes les façons, il faut en finir avec cette histoire d'insécurité. Et que nos pays, finalement, à un moment donné, qu'on puisse avoir des dirigeants éclairés qui pensent à l'Afrique. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde crie que oui, le maïs va manquer à l'Afrique. Mais les gens, c'est absurde. Attends, quand vous prenez la Russie, vous prenez l'Ukraine, qui sont les premiers, les greniers du monde, mais c'est des espaces où il fait froid pendant un long moment. Alors que nous avons le soleil en permanence, il suffit d'avoir de la pluie pour pouvoir arroser les champs et produire beaucoup de maïs. Il suffit qu'il y ait la sécurité dans le Sahel pour que toute cette terre aride-là, qu'on puisse les mettre à profit, comme l'avait fait à l'époque Gaddafi, qui à un moment donné faisait pleuvoir dans le désert, avec des forêts qu'ils ont érigées. Ça veut dire qu'on pouvait importer tous ces bienfaits, toutes ces connaissances que les gens avaient fait dans le désert. Et regardez, on va rester ici et pleurer qu'il n'y aura pas de maïs. Mais c'est insensé. Moi, personnellement, il y a quelques mois, j'étais devant cette œuvre, je dis, mais si j'avais les moyens, on était en novembre, quand je voyais comment le prix du maïs flambait, il dit, si j'avais les moyens, je faisais une agriculture irriguée pour produire le maïs à partir de novembre et janvier, mais je devais être un homme riche. Et donc, comme ça, vous pensez que... Les États ont les moyens, au moins minimum, de faire ça. Vous mangez le pain, on dit le pain. De toutes les façons, le pain, pour le fabriquer, le blé, et puis il y a des produits chimiques que pratiquement, maintenant c'est maintenant même que... C'est triste. Maintenant, le Bromat, Tampa Express même, a fait un article, a publié un article sur le Bromat, qui est un produit chimique et d'autres produits, les formoles, les trucs, qu'on met pour gonfler le pain. Quand je prends le pain aujourd'hui, moi je n'arrive plus à manger. Je n'en ai plus mangé, ça fait déjà au moins
au moins quelques mois. Est-ce que vous voyez? Mais pourquoi à partir du maïs? Pourquoi à partir du sorgho? Voilà, le mil, le sorgho. On ne peut pas fabriquer du bon pain. On préfère des relations de dépendance. De la sécurité, le plan de sortie comme ça, vous pensez que c'est l'heure du grand déménagement? Oui, le déménagement d'une troupe comme les troupes militaires, c'est pas chose facile. Oui. Vous-même, vous avez vu ce que le convoi militaire, le convoi de la logistique qui a quitté que la France a passé par Port-Boué, par le Burkina, passé par le Niger, et jusqu'à arriver dans la zone malienne. Vous avez vu ce que ça a créé? On dit ça a pris au moins 1 kilomètre. Hein. Oui, 1 kilomètre. Et vous avez vu les morts au niveau du Niger où l'autorité était obligée de tirer sur ses propres fils pour pouvoir faire passer les armes. C'est inadmissible. Donc, comment faire repartir tout ce qui a été envoyé au Mali, sinon dans la zone sahélienne, depuis 2011? C'est énorme. Donc, est-ce qu'il faut mettre un pont aérien? C'est beaucoup d'argent. Donc, et je dis que souvent, lorsque les gens déploient tout ce matériel-là, c'est dans l'optique de les vendre à la fin. Voilà, c'est-à-dire que la France ne retournera pas, et les militaires français ne vont pas retourner en France ou sur une autre base, peut-être à Djibouti ou au Gabon, ou chose, avec les armes qu'ils ont amenées sur le sol malien. Ils vont les vendre à nos États. C'est comme ça, ils vont les vendre à nos États. À un moment donné même, on dit que la France a restitué un certain montant sur les réserves. Nous, on avait dit à l'époque que c'est pour acheter les armes, c'est pour leur faciliter, avoir la trésorerie, pour pouvoir acheter les armes qu'ils ont. Donc, il faut qu'ils trouvent des débouchés. Et puis, même les soldats qui sont venus, qu'on amène sur les bases militaires, mais ils ne partent pas précipitamment. Il faut tout un système, même psychologique, pour pouvoir les faire réintégrer de l'autre côté dans la société. Sinon, c'est eux qui deviennent des gens qui tirent tout azimut sur les manifestants, ils conduisent pour eux parce que c'est un traumatisme quand ils retournent. Et lui, Kamako, c'est tout un processus. Le président français l'a dit. Il s'est donné 6 mois pour pouvoir le faire. Mais en retour, on a vu aussi les autorités maliennes qui parlent de départ immédiat. Oui, mais il y a aussi cette guerre de communication entre les deux États. Comme le directeur DP l'a dit, je crois que ça va prendre du temps parce que c'est tout un armement qui a été déployé au Mali. Maintenant, il va falloir penser qu'est-ce qu'il faut faire avec tout cela. Est-ce qu'il faut les vendre? Vendre également, ça va causer d'autres problèmes. Ça aura également, on va assister à la prolifération des groupes armés et même des armes au Mali. Mais est-ce qu'il faut aller ajouter ces munitions-là? Est-ce qu'il faut les déverser dans la base militaire aérienne française, peut-être à Libreville au Gabon, ou est-ce qu'il faut les verser dans le Sahel? C'est-à-dire que c'est tout un problème. J'ose croire que Emmanuel Macron a passé à tout cela quand il parlait d'un retrait progressif. Donc, je crois que les autorités maliennes ont le droit aujourd'hui. C'est vrai que la guerre, elle est déclarée à la France, on le sait. Et qu'à l'époque, le diplomate malien disait qu'il demandait juste à la France en fait, de corriger. Et c'est l'absurde, c'est-à-dire que ces écarts de langage pour que le gouvernement de fait du Mali revienne en de meilleurs sentiments. Les écarts de langage, apparemment tout le monde dit que c'est à tous les niveaux. Oui, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux parce que vous êtes en guerre et donc il y a aussi ça. Donc personne n'arrive à se contrôler. On essaie d'encourager ou bien de décourager l'adversaire aussi avec des mots pas moment acceptables. Donc c'est pourquoi les gens disent que les écarts de langage c'est à tous les niveaux. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tout le monde, en fait, c'est vrai que le Mali ne va pas dire aujourd'hui que le Mali ne doit pas être dans l'optique de vouloir jeter le bébé avec le bébé, parce qu'à un moment donné,
la France, les troupes françaises ont justement servi ce Mali-là, même si aujourd'hui le résultat sur le terrain il est mitigé. Il est mitigé parce que l'insécurité est toujours de C'est mise. parce qu'il est mitigé qu'on leur demande de partir. Oui, justement, c'est parce que les Maliens n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient de la France, qu'ils demandent aujourd'hui en fait à cette troupe française-là de se retirer. Et donc, à un moment donné, on ne va pas remercier les gens à monnaie de singe. La France a été utile à un moment donné au Mali. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Et que entre les pays, comme les gens le disent, il n'y a que des intérêts. Le Mali doit comprendre que nous sommes au XXIe siècle. Aucun pays ne saurait vivre en vase clos. Aucun pays n'a le droit de vivre en autarcie. Il y a pas mal de Maliens en France. Et donc, les deux pays restent toujours des amis. Il faudrait qu'il essaie de mettre de l'eau dans leur verre pour donner du temps en fait aux autorités françaises de pouvoir se retirer tranquillement de leur sol. Sana Sadio, dernier mot en 2 minutes. Non, moi je voudrais dire que ce soit à retrait ou pas de la force Barkhane, il y a toujours des ventes d'armes, hein. C'est-à-dire ce n'est pas le fait que Barkhane va se retirer qu'il y aura l'intensification des ventes d'armes. Vous savez, c'est de la bonne guerre, comme chez monsieur de la guerre, hein. C'est-à-dire le business avant tout. Et bien avant ce retrait annoncé, rien n'empêchait la France de vendre les armes. Et moi, j'ai toujours un principe et je vais toujours le répéter. Si nous avons besoin de ces armes et qu'ils sont à des prix abordables par rapport à d'autres offres, mais pourquoi ne pas les prendre? C'est-à-dire, on ne peut pas s'auto-censurer par principe sans voir ce que nous gagnons dedans. Si c'est l'offre, la meilleure offre, autant en prendre. On ne va pas censurer, on ne va pas se dire non, on n'achète pas parce que cela vient de la France. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons des populations en vertu des migrations qui sont de part et d'autre. Et jamais vous n'entendrez le Mali demander à ses ressortissants de quitter la France, ou bien à la France de demander à ses ressortissants de quitter le Mali. Et c'est des relations d'intérêt. Ils savent bien ce à quoi ils sont en train de jouer. Et vous remarquerez que même récemment, on n'a pas vu les autorités militaires maliennes interdire à la France de mener des frappes lorsqu'il s'est agi de l'annonce de l'assassinat de ce haut cadre de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Oui, voilà, ça a plu à tout le monde. Ça veut dire que au-delà de ce discours qu'on nous prêche sur les médias, les deux pays savent là où se retrouvent leurs intérêts. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve Francisco Napokura, Louis Kamako et Sana Komlan Sadio et tout.